La Caisse des Jardins de la région de Thetford est fière de s'associer à TV-CRA pour cette émission. Chers amis, bienvenue à la 3e émission de la nouvelle édition du Touche-à-Tout. Lors de la première émission, il y a 2 semaines, on avait déjà mentionné le fait que j'aurais le plaisir d'avoir avec moi Françoise Blanchette, et non pas cette fois-ci comme chroniqueur environnemental ou écologique, mais comme auteur. Alors, j'ai le plaisir d'avoir Françoise avec moi. Bonsoir, Françoise. Salut. Alors, j'ai déjà eu le plaisir de te recevoir justement comme auteur parce que tu as déjà publié 3 volumes jeunesse sur Annie Carr. Oui. Bon. Rappelle-nous qui est Annie Carr. Annie Carr, c'était un jeune esclave romain de Scipion qui va être affranchi puis il va découvrir qu'il est le fils du dieu Mars. Puis Mars va lui confier comme mission d'aller convaincre tous les autres dieux de la guerre de ne plus faire la guerre. Bon, ça c'est Annie Carr. Mais dans Annie Carr, il y avait un des personnages qu'on a retrouvé, parce que moi je les ai lus, là, les Annie Carr. Il y avait un personnage du nom de Sidouri. Oui, qui arrive dans le 2e tome d'Annie Carr. Oui, et là, Sidouri prend de l'expansion, devient quelqu'un d'autonome, si on peut dire. Tout à fait. Parce que là, actuellement, ou au moment où on se parle, on est à la fin de septembre, début octobre, il est supposé d'avoir 2 volumes là, sur des histoires de Sidouri là, qui vont paraître. Là, c'est peut-être fait au moment où on enregistre. Là, mais en fait, il y a sans doute un des 2 qui est sorti. Là. Je sais que le 2e il est plus prévu pour octobre ou novembre. Mais le premier, à l'heure où on se parle, devrait effectivement être en librairie. Alors, dis-nous qui est Sidouri et qu'est-ce qu'elle va faire et dans le 1er et dans le 2e tome. OK, alors d'accord. Sidouri, bon, dans le 3e tome d'Annie Carr, quand tu te souviens, Annie Carr, il partait de Rome, puis là, je parlais de la mythologie romaine. On est allé en Grèce dans le 1er tome, puis on parlait des dieux grecs. Après ça, le 2e tome, c'était beaucoup les dieux de la Babylonie, du Moyen-Orient, tous les dieux de ces peuples-là que j'explorais. Puis après le Moyen-Orient, j'avais pensé qu'Annie Carr pourrait aller en Phénicie, voir les Phéniciens ou les Égyptiens. Tu sais, c'était comme une suite logique. Mais Annie Carr, moi, c'est mes personnages qui décident de l'action. Puis Annie Carr avait dans sa tête d'aller en Inde. Quand j'ai commencé ma recherche sur l'Inde, c'était très difficile parce que je me suis rendu compte que d'une part, même si j'avais un bac en histoire, l'histoire de l'Inde antique, c'est quelque chose que j'ai presque pas étudié. J'ai même pas étudié. Donc, je suis allée plus chercher des textes que les Romains ont écrits sur l'Inde à cette époque-là. Puis là, je pense entre autres à Pline l'Ancien qui, dans son encyclopédie, a noté des trucs. Fait que j'ai découvert l'Inde à partir des yeux des Romains parce que l'Inde de l'Antiquité n'est pas celle d'aujourd'hui. Puis quand je suis tombée dans leurs livres sacrés, ça c'est venu beaucoup me chercher. Puis j'ai découvert les dieux. Donc, j'ai créé le Annie Carr, mais je savais, en étant tombée dans cette mythologie-là, puis en l'ayant lu, qu'il faudrait que j'aille plus loin pour explorer ça, puis pour le faire découvrir. Dans le 3e tome d'Annie Carr, Sidouri va être kidnappé par un dieu qui s'appelle Skanda, qui va être pris avec. Skanda, il pensait que c'était un garçon, parce que, tu sais, elle voyage toujours habillée comme un gars. Il pense que c'est un garçon. Quand il découvre que c'est une fille, il est bien découragé. Fait qu'il va le porter au dieu des rois en disant « Regarde, je sais pas quoi faire avec, là, organise-toi. » Puis, comme les scribes, ben le dieu de la mort a toujours un scribe qui travaille avec lui, puis il décide de se donner des vacances, puis de faire rester Sidouri avec lui. Dans le tome, la fin du tome 3, ben Sidouri va retrouver Annie Carr, puis elle va prendre sa vie avec Annie Carr, là. Mais c'est comme si j'y avais donné une seconde vie, où là, le roman commence
est les scribes de Yama. Puis comme le temps chez les dieux se passe super rapidement, c'est-à-dire qu'on peut penser qu'une minute chez les dieux, c'est 1000 ans sur Terre. Tu sais, c'est pour te donner une idée de comment le temps passe lentement chez les dieux. Le temps que Siduri est là, c'est pour ça qu'elle ne peut pas revenir, mais elle voit les hommes agir sur la Terre. Puis elle dit, le roman commence dans le premier où elle dit à Yama, qui est le dieu de la mort, là, il faudrait bien que vous fassiez quelque chose, ça n'a pas de bon sens. Voyez-vous comment les hommes maltraitent la terre et tout ça. Puis elle en a beaucoup. Elle est très agressive par rapport à comment les humains d'aujourd'hui ne prennent pas soin de la terre. Puis Yama va lui dire, bien, ça tombe bien parce que les dieux se réunissent, la terre a justement à nous parler. Tu vas pouvoir dire ce que tu penses. Puis quand, à la réunion des dieux où la terre se plaint, en fait, là, j'ai repris une partie du texte sacré qui existe déjà. C'est-à-dire que dans le texte sacré qui fondateur, qui est le Mahabharata, il y a un extrait où la terre va voir les dieux, dit aux dieux, écoute, ça n'a pas de bon sens, les humains sont trop nombreux, c'est surtout ça. Puis les dieux vont décider de s'incarner sur Terre pour fomenter une guerre, pour éliminer le plus de monde possible. Puis ça, ils ont fait ça il y a super longtemps. Fait que quand je réunis les dieux dans mon roman, bien, ils disent, on a fait ça, ça a réglé pour 10 000 ans, mais là, on est encore pris avec ce problème-là. Puis quand ils vont émettre les hypothèses, ou bien de faire une guerre, ou bien de créer un déluge, ou bien... Là, c'est comme Siduri va prendre la défense des humains. Puis elle va dire, bien là, c'est peut-être pas parce qu'ils sont trop, tu sais, le fait qu'ils soient trop, des fois, c'est utile. On peut-tu trouver des choses? Fait que le premier tome, c'est vraiment les dieux avec Siduri qui vont trouver une façon d'intervenir sur Terre pour sensibiliser les humains, puis essayer de renverser la vapeur, puis de prendre soin de la planète. Tu me parles de ça, là. Il faut toujours garder à l'esprit que tes histoires, c'est dans la collection jeunesse, hein? Oui, je fais juste du jeunesse. Tu fais du jeunesse. Donc, il a fallu que tu trouves un moyen de ne pas trop rendre ça rébarbatif. Non. Très accessible aussi, hein? Mm-hmm. Oui, un peu comme Annicar. Annicar, c'est la même chose. Oui, mais par contre, il y a comme un autre... il y a comme un autre niveau d'écriture dans les Siduri parce que, bon, c'est sûr, les textes sacrés, ils regorgent de mythes qui sont super intéressants. Puis, tu sais que c'est la seule mythologie antique qui est encore enseignée aujourd'hui. En Inde, tous les enfants de l'Inde connaissent ces textes-là. Puis moi, je trouve que ça nous aide à les comprendre, ces gens-là, puis ce peuple-là. Puis ça nous aide aussi à porter un autre regard sur nos actions puis sur ce qu'on est. Donc, je voulais, tu sais, au-delà de l'histoire puis de découvrir les dieux, c'est ce que je faisais dans l'Annicar, je voulais faire découvrir ces histoires-là de l'Inde. Donc, en parallèle avec cette histoire sur les dieux, qui se passe, cette réunion avec les dieux qui se passe avec Siduri, il y a sur Terre une petite fille qui s'appelle Sri, qui reste dans un petit village qui ressemble beaucoup à Saint-Julien, dont le père est originaire de l'Inde. Puis lui, il a vécu jusqu'à son adolescence en Inde. Donc, tous les dimanches soirs, il raconte un mythe à sa petite fille qui est presque toujours en lien avec soit ce qui s'est passé dans le chapitre d'avant, dans le monde des dieux, soit avec sa vie à elle, qu'est-ce qu'elle vit comme réalité. Puis c'est sûr que je dirais que généralement, c'est drôle, mais j'aborde des textes qui ne sont pas simples pour des enfants, mais généralement, c'est quand même... les plus curieux, là, ils peuvent aller beaucoup plus loin. Puis ceux qui veulent une histoire un peu comme on lirait un polar peuvent le faire sans trop de difficultés. Il y a vraiment comme deux niveaux. OK. Ouais. Mais là, tu as changé de maison d'édition, hein? Oui, les Siduri vont être publiés chez Recto Verso. Recto Verso Éditeur, c'est le volet fiction des éditions de la semaine. Dans le deuxième tome, en fait, je vais vendre un punch, là, mais vous devriez... en tout cas, c'est désolé, mais si tu te souviens bien, dans les 2 dernières années, mes chroniques, l'introduction de l'art dans mes chroniques écologiques venait du fait que de mes recherches pour l'écriture. Oui. Dans le deuxième tome, on va découvrir, Siduri va venir sur Terre pour accomplir la mission des dieux, puis les aider, puis on va découvrir ces artistes-là dans la réalité. Ah bon?
Alors, tu te sers de ça? Oui, c'est ça. OK. OK, pour que les jeunes, bon, en plus de découvrir les mythes hindous, en plus, vont découvrir des artistes comme Chris Jordan, comme... Donc, ça, ces 2 tomes-là, là, les 2 premiers sont sur le point où sont sortis. Puis, tu en as un 3e en chantier? Ou... Oui, j'en ai un 3e en chantier. Puis, plutôt que de prendre le thème 2, le thème du tome 2 général, c'était les déchets. Puis, le tome 3, ça va être davantage sur l'énergie. Les artistes qui travaillent à partir de l'énergie. Mes mythes sont choisis. Une grande partie de ma recherche est faite. Puis, c'est ça. Je devrais amorcer l'écriture très bientôt. Très bientôt. En fait, il est prévu pour 2015, celui-là. Fait que vous n'aurez pas à attendre trop longtemps. OK. Mais tu ne te contentes pas juste de ça, là. Tu écris d'autres choses aussi, hein? Oui. Parce que tu fais partie de mes amis Facebook. Et sur Facebook, tous ceux qui font partie de tes amis, ou en tout cas qui peuvent lire, tu as fait des recherches à un moment donné, tu as demandé de l'aide à des gens. Tu nous as parlé de Ken Dryden. Es-tu en train d'écrire sur le hockey? Toi? Oui. Ensemble planchette? C'est une de mes grandes passions. Puis ça me fait sortir, c'est le fun parce que ça me fait sortir de ce que je fais d'habitude. Puis en fait, ce qui m'a donné cette idée-là, c'est que j'ai écrit un autre roman qui fait un parallèle. Ça va s'appeler Marc et Antoine et ça va être publié chez Bayard Canada Livre. Bayard? Oui, chez Bayard. Ah oui, pardon. je suis super contente de rentrer chez Bayard. C'est une grosse maison, puis c'est une belle fierté. Mettons que quand on rentre chez Bayard Canada Livre, le syndrome de l'imposteur, on l'a un peu moins. OK? On l'a pareil, je te dirais, mais on l'a un peu moins. Mais l'idée de ce livre-là, c'est le fun, c'est la façon dont c'est écrit. Parce que c'est un livre qui considère pour les lecteurs plus difficile. Donc, il faut penser à introduire des images ou des trucs de recherche, comme si l'enfant faisait une enquête à travers, comme pour créer des pauses de lecture. Puis moi, mon histoire, c'est un jeune de la Gaspésie. Tu me parles de Marc et Antoine, tu ne me parles pas de ça. Dryden. On va revenir. On va revenir. OK, parfait. Alors, Marc et Antoine. Il part de la Gaspésie, il fugue de la Gaspésie. C'est un orphelin. Lui, il était né sans père. Puis sa mère est décédée il y avait 5 ans. Il y a un jumeau. Ils ont été toutes les deux placés à la DPJ dans 2 maisons différentes. Il va perdre son frère de vue, puis il va être placé d'une maison à l'autre. Puis à 14 ans, il est tanné, il fugue, il s'en va à Québec. Puis il transforme son apparence pour ne pas être reconnu. Et puis il devient squidgy sur la rue Saint-Jean. Puis il va rencontrer un vieux libraire qui va devenir son espèce de protecteur. Puis Marc va aussi prendre soin du libraire qui s'appelle Lucien Lupien. Puis Lucien va y faire des parallèles entre la vie d'aujourd'hui puis la vie romaine d'autrefois, pour montrer que les choses ne changent pas tant que ça, puis qu'il y a des solutions que les Romains avaient trouvées que nous, on n'a pas encore appliquées. Puis des fois, le regard qu'on jette sur l'autre aussi, on est souvent dans le jugement. Puis c'est ça, parce que l'image qu'il y a des Romains, Marc, c'est Astérix, c'est le César d'Astérix, puis il pense que les Romains, c'est les méchants de l'histoire. Puis Lucien, il va comme lui montrer un autre côté. Bref, cette série-là, je trouve que ça permet... D'abord, ça me sort de mes concepts d'habitude, OK? De passer une mythologie, là, je n'étais pas là. C'était la première fois que j'écrivais du contemporain. Un artiste, un personnage qui vit aujourd'hui dans des lieux que je connais, que j'ai visités, OK? Où j'ai habité même. Donc, c'était loin de moi, mais ça m'a fait découvrir une autre partie de ce que je pouvais faire. Puis ça, bien, ça m'a amené au hockey par en tout cas, une drôle de bulle. Là. Mais oui, je suis en train d'en faire un qui devrait être assez le fun sur le hockey, qui vise à faire découvrir les joueurs des années 70 du Canadien aux jeunes hockeyeurs d'aujourd'hui. Donc, Ken Dryden. Ah, c'était mon préféré. Moi, je l'aurais marié, Ken Dryden. Ben, parce que j'ai vu ça. Puis même encore, tout récemment, au début de septembre, là, c'est quoi que tu as demandé? Bien, je cherchais son livre, parce qu'il a écrit un livre qui s'appelle Le Match, qui est beaucoup sa biographie. Puis d'ailleurs,
Je conseille ça fortement à ceux qui ont aimé Dryden, à ceux qui aiment le hockey, mais à ceux qui aiment découvrir aussi la vie de l'athlète, la tension. C'est vraiment un livre qui est super bien écrit. Dryden, c'est un intellectuel, on l'oublie trop souvent. Ben hein? oui, Il a arrêté 1 an. En plein pic, en pleine ascension, il venait de gagner 2 coupes. Il a arrêté 1 an pour faire son barreau. Puis tu veux-tu que je te conte, tu sais, tant qu'à sortir de la mythologie, une anecdote intéressante. Il y a des choses que j'apprends même si je suivais le hockey à cette époque-là. Mais tu te rends compte, pour éviter de déplacer l'équipement, quand le forum n'était pas disponible pour les entraînements, il allait s'entraîner à l'aréna de Verdun. Pour éviter de déplacer l'équipement, les joueurs s'habillaient au forum, avec le patin puis tout. Il y avait un autobus nolisé de la Société de transport de Montréal qui les embarquait. Puis là, c'était au coin de la rue, parce qu'il y a déjà une dame qui a embarqué dedans par inadvertance, OK? Fait qu'ils sortaient du forum, ils s'en allaient tout habillés en joueurs de hockey avec le protège-lames puis tout. Ils allaient patiner puis faire leur entraînement à Verdun. Ils prenaient pas de douche, rien, Colin. Ils revenaient, ils devaient geler, là. Ils reprenaient l'autobus puis ils s'en revenaient au forum. Là, quand on voit là, les salaires de fous, puis le traitement d'élite qu'ils ont, c'est quand même incroyable que le hockey ait changé autant en si peu de temps. Ces joueurs-là, ils ne gagnaient rien là, par rapport à... Puis même si on compare leur salaire au salaire moyen de la période, là, ils ne gagnaient rien par rapport à ceux qui gagnent aujourd'hui. Mais c'est fascinant de lire Dryden, puis de voir que la pression de jouer à Montréal était aussi grande à cette époque-là. Ouais. L'espèce de côté gérant d'estrade, là, tout le monde sait quoi faire. Puis Dryden, moi, j'aime beaucoup Carey Price, qui a beaucoup de détracteurs, mais j'ai toujours été une grande défendresse de Price. Nous voilà partis dans le hockey, c'est quand même fou. Oui. Mais quand je lisais Dryden, on reproche beaucoup à Price d'être une espèce d'un calme olympien. Hein? On le voit jamais, ou très rarement, mal réagir à un mauvais but qu'il a donné. Il est très de marbre devant tout ça, puis on a l'impression que ça y fait rien. Puis Dryden était beaucoup comme ça. T'sais, on n'a jamais vu Dryden pogner les nerfs puis lever son bâton. Mais la colère qui l'habite quand il a fait un mauvais match, la peur puis l'angoisse qu'il a quand il va le 1er décembre, le match suivant, il a ça. Il l'explique tout. On le comprend. Puis en tout cas, il est difficile à trouver, mais vous devez le trouver dans une bibliothèque. Ça s'appelle Le Match. C'est écrit par Ken Dryden. C'est admirable. Une belle découverte. Tu as parlé d'argent, justement. Tu as déjà eu une bourse. Oui. Parce que faut dire que les écrivains, là, à part de Michel Tremblay puis quelques autres là, au Québec, Marie Laberge et autres, vous ne vivez pas richement. Hein? Tu as eu une bourse déjà pour écrire? En 2010 pour les Sidouris. Pour les Sidouris? Oui. Et là, je pense que tu as un projet de bourse aussi, là. Hein? Bien, en fait, je dépose le même. Pour te donner une idée, là, normalement, là, c'est à peu près 1 ou 2 auteurs jeunesse par année qui vont avoir une bourse dans la province. OK? Je ne suis pas la seule à demander, là, mais il n'y a vraiment pas beaucoup d'argent. Ceux qui trouvent que les artistes, on ne devrait pas les subventionner, là, ils devraient se renseigner. Parce que là, tu vois, celui que j'ai eu en 2010, bien, j'ai une bourse, mais j'ai écrit jusqu'à maintenant 5 livres quand même. Hein? C'est comme... Ça m'a sorti du trou pour pouvoir en écrire d'autres. Mais le projet que je veux faire, puis que je ne peux pas faire sans bourse parce que ça va me demander au moins 1 an de travail, c'est un projet où là, c'est très loin de tout ce que je fais aussi, mais ça rejoint mes études. Parce que j'ai fait mon cours en histoire, puis ça rejoint aussi mon milieu de vie. Il y a eu un meurtre qui s'est déroulé à Saint-Julien dans les années... en 1888, en juillet 1888. Il y a eu 2 procès reliés à ce meurtre-là. Puis l'événement a été tellement surréaliste, je dirais, que même le New York Times a traité l'histoire pendant 1 an et demi. Ah oui? C'est, je trouve, une grande partie de notre histoire, non seulement notre histoire locale, mais c'est très révélateur aussi de la période. Tu sais, quand on... Là, ça me force à chercher dans les journaux de cette période-là, puis quand on pense qu'on est dans une époque violente, puis qu'on voit les drames familiales, puis qu'on trouve ça épouvantable parce qu'on trouve qu'il y en a beaucoup, tu lis les journaux de cette époque-là, puis c'est hallucinant, là. Parce que des règlements de compte au couteau, c'est presque tous les jours.
Puis il y a même des fois des histoires aussi rocambolesques. Une femme qui a été trouvée morte dans sa cuisine, puis on suppose que le chien a fait tomber le fusil. Hein? Ah oui. Tu comprends? Oui, c'est ça. le chien. Oui, c'est le chien. Fait que c'est vraiment un autre monde, mais moi, c'est comme si ces personnages-là, en fait, ces soi-disant meurtriers-là, m'avaient appelé. J'ai travaillé sur l'histoire d'une femme similaire quand j'étais à l'université. C'était une Ontarienne qui a été la première femme exécutée au Haut-Canada, la première dont le procès a été suivi dans les journaux, un peu comme un téléroman. Et puis cette femme-là, qui s'appelait Marie Osborne, on se rend compte, en tout cas quand j'ai travaillé un peu sur elle, on se rend compte qu'au fond, c'est une victime d'un complot contre son mari. Mais tu sais, l'histoire est tellement gonflée. Elle aurait tué son mari avec l'aide de son amant, empoisonné à petit feu. Là, c'est comme... Il y en a beaucoup des procès à cette période-là qui sont du même genre, puis c'est toujours quand ils sont sur le bûcher pour être exécutés, bien, ils disent aux autres qu'il ne faut pas faire ça, puis ils demandent à Dieu pardon, puis c'est comme des procès moralisateurs un peu. Et puis cette femme-là, bien, elle m'avait touchée parce qu'elle était enceinte. Ils ont attendu qu'elle accouche avant de l'exécuter. Elle avait marié un homme beaucoup plus vieux qu'elle. Puis l'histoire de la femme de Saint-Julien dont je te parle, c'est la même chose. Mais elle, c'était avec son frère qu'elle aurait tué son mari. Tu permets, je pense qu'il nous reste à peu près une dizaine de minutes en Francine. Oui. J'aimerais ça qu'on garde le même sujet au niveau des auteurs, mais qu'on élargisse un peu. Quand je dis ça comme ça, c'est parce que j'aimerais ça que tu nous parles d'un organisme qui en est à sa 3e année d'existence, qui s'appelle Auteurs en Appalaches. Oui. Dont tu es une des instigatrices avec Julie Deslauriers. Oui. Alors, c'est quoi Auteurs en Appalaches? Rappelle-nous, c'est quoi? Et ses réalisations ou ses projets? Auteurs en Appalaches, c'est né, moi et Julie Deslauriers, on avait fait un premier salon des auteurs. C'est ça. Puis là, je suis pas bonne, j'aurais dû prendre mes notes. Je me souviens pas de l'année, mais ça fait 4-5 ans. Oui. On avait fait un premier salon des auteurs, puis de ça est né un regroupement des auteurs de la région. Normalement, c'était juste les auteurs écrivains, OK? Ceux qui écrivaient des livres ou des textes ou des... mais depuis cette année, on a ouvert aux auteurs, compositeurs, interprètes. Donc, c'est intéressant, on peut le dire, mais les auteurs, compositeurs, interprètes vont faire partie ou pouvoir faire partie du regroupement parce qu'on a modifié les règlements généraux. Donc, s'il y en a qui sont intéressés, n'hésitez pas à aller voir notre page Facebook puis notre site Internet. Auteurs en Appalaches, vous allez nous trouver, c'est sûr. Donc, c'est un regroupement d'auteurs. On a fait un autre salon des auteurs. On a fait quelques activités littéraires. C'est sûr que ce qu'on voudrait, c'est donner une visibilité aux auteurs d'ici. Donc, l'année de fondation, je crois, avec l'aide de la SDE puis Louise Nadeau, on avait fait faire un logo puis des autocollants pour distribuer, puis des grandes affiches pour afficher les auteurs d'ici dans les bibliothèques de toutes les municipalités. Donc, ça donne une visibilité. Puis normalement, on essaie d'être présent quand un auteur lance un livre puis qu'il nous invite, l'organisme essaie d'être présent. C'est pas toujours évident. Des fois, on le sait après. Puis généralement, on va publier à chaque année un bilan de ce qui s'est publié dans notre coin. Là, présentement, dans les projets à venir, on est en train de faire en collaboration avec la bibliothèque du Cégep de Thetford une collecte de livres pour la bibliothèque de Mégantic. Par contre, il faut faire attention. La bibliothèque. Oui, c'est ça. Par contre, il faut faire attention. C'est pas... c'est vraiment... Ce qu'on veut, c'est que les auteurs apportent leur ouvrage dédicacé. OK? On ne veut pas que... on amène... Tu sais, moi, je ne sais pas, moi, j'aurais des livres à donner au comptoir. Je vais aller les porter à la bibliothèque du Cégep au comptoir pour... Bon, non, c'est pas ça. C'est vraiment l'auteur pour limiter que des livres se répètent. Puis pour aussi... le geste, c'est de personnaliser le geste. L'auteur donne ses ouvrages
OK. Francine vient de me faire signe qu'il reste 3 minutes, donc. OK. OK, Fait que alors, il y a, collègue de livres, oui. en Il y collaboration a avec un projet de spectacle de contes de Noël qui va avoir lieu dans 3 municipalités différentes sur le territoire. sur le territoire, puis en région, pas dans les grands centres. Ça va se passer en décembre, probablement les samedis de décembre. Il va y avoir aussi... aide-moi donc, là, t'es CCA avec moi. Il va y avoir une collaboration aussi, ou en tout cas une activité dans le cadre des fêtes du 150e de Disraeli qui s'en viennent, Oui, là, en dans quelques prévision, instants. on a eu une subvention du Fonds culturel, justement, pour récolter des contes et des légendes du secteur sud. En fait, c'est un projet de Julie Deslauriers pour introduire à son roman. Elle avait besoin d'une légende du coin pour l'introduire à son roman. Donc, on va faire une collecte de contes et de légendes sur dictaphone qu'on va résumer par écrit, puis qui va éventuellement, Julie va récolter celle qu'elle va préférer pour intégrer à son roman. Et puis, ça va servir de première démarche pour le 150e. Et il y a 2 auteurs, toi et Sylvie Kanjan, vous avez écrit un conte qui va servir à un organisme. Ensemble pour nos enfants. Ensemble pour nos enfants. Ouais, on a travaillé sur un projet pour inciter à la lecture puis sensibiliser les parents à l'importance de la lecture, qui va être utilisé par cet organisme-là. En fait, ça s'appelle la cachette à contes. Ils vont faire des contes dans les événements, les festivals, les journées spéciales. Surveillez-les, là. Ça va commencer cet hiver, mais le plus gros va être cet été. Au cours de l'été prochain. Oui. Donc, autrement dit, tu n'as pas le temps de t'ennuyer. Non, j'ai vraiment pas le temps. Et puis ça, c'est à part de tes projets personnels. Oui, puis d'autres idées dont on n'a pas parlé. Là. Bon, malheureusement, il nous reste 2 minutes. Alors, alors vas-y. D'autres projets d'écriture. D'autres projets d'écriture. En fait, le projet de Léda Lamontagne dont je te parlais, le meurtre qui a eu lieu à Saint-Julien, à Saint-Julien. Ça me met en relation parce que moi, comme je me suis spécialisée en histoire romaine, tu sais, les recherches en histoire romaine, là, pas mal tout a été dépouillé. Hein? Puis il y a plein d'historiens à travers les siècles qui l'ont lu, qui l'ont digéré, qui l'ont analysé. C'est une méthode de recherche. Tu sais, moi, pour écrire, je peux me fier sur ce qui a déjà été écrit, mais c'est quelque chose qui s'est passé au 19e siècle ici, entre autres cette histoire-là. L'histoire est à faire. Il faut tout que je fasse ressortir les documents, puis que je parte de rien. C'est une méthode historique que je connais mal. Un peu, mais mal. Puis celui qui m'a enseigné à l'université, qui s'appelle Donald Faison, est prêt à m'aider. Lui, il attend juste que j'aie la subvention pour qu'on puisse faire ça. Lui, sa spécialité, c'est l'histoire criminelle, 17, 18, 19e. Mon Dieu, mais c'est dans ses cordes. Mais c'est parce qu'en lisant puis en te racontant mes histoires de carabine, puis de... J'ai pensé, puis là, garde, on est vraiment à l'état exploratoire, OK? J'ai rien écrit là-dessus. C'est comme des flashs que j'ai. Mais dans la collection dont je te parlais de Bayard, où ça prend des... Ça faisait un bout de temps que je cherchais quelque chose qui pourrait faire enquête. Tu sais, que l'enfant cherche... Puis une espèce d'Hercule Poirot pour les enfants, avec des indices cachés un peu partout. Puis là, je me disais, ce serait trippant de faire découvrir l'histoire de cette période-là, hein, le Québec du 19e siècle, par l'histoire de meurtre qui s'est passée. Tu sais, tomber dans des familles, les amener dans un milieu un peu Sherlock Holmes, hein? Un mini Sherlock Holmes québécois qui pourrait... Puis là, ben, les études de Faison m'aideraient beaucoup. Mais c'est une inspiration de plus. Bon, alors, on a encore beaucoup de pain sur la planche. Et ça, sans compter tes émissions. Je vais avoir le plaisir de te recevoir pour parler d'environnement. Oui. Bon, alors c'est parfait. Et vous, chers téléspectateurs, je vous invite à nous revenir la semaine prochaine.